RTT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour le 20h de ce samedi 1er octobre 2022. Au sommaire, la visite de terrain du ministre chargé de l'urbanisme et celui de l'eau. Une visite des retenues d'eau pluviale du Grand Lomé. C'est pour s'assurer du bon fonctionnement du système de drainage. Le Togo, le Ghana et le Nigeria s'engagent à harmoniser leurs programmes dans le secteur de l'enseignement technique, ce qui permettra aux diplômés de profiter de la mobilité qu'offre l'espace CEDEAO. Plus d'éclairage dans ce journal. Également, dans cette édition, la formation des nouveaux enseignants se retenue au dernier concours. Ils sont prêts pour leur nouveau métier qu'ils vont démarrer lundi prochain. Et puis, regain de tension à Ouagadougou et condamnation internationale. Ce deuxième coup d'État en 8 mois traduit une profonde crise au Burkina Faso au sein de l'armée. Voilà pour les titres. Bienvenue. Petite saison pluvieuse et risque d'inondation, le gouvernement prend des dispositions pour parer à toute éventualité. Le ministre chargé de l'urbanisme et son collègue de l'eau et de l'hydraulique villageoise ont effectué une visite des retenues d'eau du Grand Lomé. Ils sont allés pour constater et s'assurer du bon fonctionnement du système de pompage d'eau pluviale. Marie-Reine Habitat, reportage présenté par Ulrich Amega. Lomé est en proie à des pluies diluviennes depuis 2 semaines déjà et le temps s'y prête pour tester les ouvrages de caniveaux de drainage construits. Des systèmes d'évacuation et de pompage d'eau, des lagunes retenues d'eau qui recueillent les eaux pluviales ont été également mis en place. Leur suivi quotidien est assuré par des techniciens aguerris pour soulager les populations riveraines en cas de débordement. Par rapport à l'anticipation, l'action du gouvernement a été très salutaire. Puisqu'au début de la saison des pluies, nous avons eu des crédits qui ont permis d'anticiper, de remettre à l'État tout le système de pompage, arriver à arranger tous les bassins, donc s'assurer que tout le système fonctionne normalement. La NOSAP a prévu des équipes sur chacun de ces bassins pour pouvoir enlever les plantes aquatiques et faire l'entretien du bassin de façon à accélérer l'évaporation de ces bassins lorsqu'il y a suffisamment d'eau dans ces bassins-là pour que nous puissions éviter les débordements. Pour s'assurer de l'efficacité de ces systèmes, le ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat et son collègue de l'eau et de l'hydraulique villageoise font une descente sur le terrain. Les 2 membres du gouvernement ont saisi l'occasion pour attirer l'attention des populations sur les actes civiques à adopter pour protéger ces ouvrages. Au niveau de chaque bassin, vous allez voir le système de pompage qui est performant, le système d'électrification qui est très performant et même le système d'évacuation est très performant. Nous voudrions nous assurer effectivement de leur état de fonctionnement et tranquilliser la population que quelle que soit la densité de la pluie, nos systèmes d'évacuation d'eau sont performants et qu'il n'y a pas de crainte. Tout ce qu'on leur demande maintenant, c'est d'entretenir ces ouvrages. Il ne faut pas jeter des ordures, il faut bien entretenir pour que nous tous nous soyons préservés des désagréments de l'inondation. À travers ces ouvrages, le gouvernement veut garantir un cadre de vie décent à tous. Il revient à tout un chacun de contribuer à leur préservation. L'enseignement technique et l'harmonisation régionale, le Togo, le Ghana et le Nigeria s'engagent dans ce sens. Ces 3 pays vont ensemble harmoniser leurs programmes conformément à une recommandation de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Un plombier ou un peintre, par exemple, doit avoir la possibilité de travailler au Nigeria ou au Ghana et vice-versa. Eliagba Nyadao. La plomberie et le levage sont aujourd'hui des secteurs occupés par la migration au Togo, au Ghana et au Nigeria.
Pour le bien-être des candidats à l'immigration, le projet Appui à la migration en Afrique de l'Ouest va permettre aux pays d'accueil de reconnaître les compétences professionnelles de l'émigrant. L'objectif de ce projet est de faire en sorte qu'une formation reçue par un jeune dans son pays de départ soit reconnue dans le pays d'accueil. C'est de regarder un peu les référentiels de formation élaborés par les deux autres pays, puisque nous voulons faire en sorte que les compétences qui seront données aux jeunes candidats à la migration soient les mêmes dans les trois pays, de sorte à faciliter la reconnaissance, à faciliter la certification. L'enseignement technique et la formation professionnelle est aujourd'hui l'un des leviers pour booster l'économie nationale. Ce projet apporte une réponse aux problèmes que rencontrent les migrants dans leur pays d'accueil. Cette initiative d'harmonisation des normes de compétences professionnelles entre notre pays, le Togo, le Ghana et le Nigeria, par l'Organisation internationale du travail, OIT, dans le cadre du processus de reconnaissance de la formation et de la certification, s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, son Excellence Faure Essazimna Gnassingbé. Les prochaines étapes de ce processus se présentent comme suit. La validation en ligne des trois référentiels de formation élaborés, la rédaction et la signature d'un mémorandum de compréhension entre les trois pays et l'extension du processus aux autres métiers retenus dans le cadre du projet. Un certificat d'harmonisation sera délivré aux bénéficiaires de ce projet qui vont vouloir quitter leur pays pour aller travailler ailleurs, ce qui leur permettra d'être reconnus professionnels dans leur pays d'accueil. Rentrée académique dans les instituts de formation en bâtiment d'Adidogomé, en élevage de Barkwassi et en aquaculture d'Elavagnon. Ils sont près de 400 apprenants de différents niveaux et filières à y avoir accès. Les responsables de l'agence éducation et développement, porteurs de ce projet ambitieux, ont fait le tour pour s'assurer de l'effectivité de cette rentrée. Ulrich Amega. C'est ce que nous retrouvons là. Dans cette salle de l'Institut de formation en alternance pour le développement IFAD à Didogomé, une trentaine d'élèves, tous regards figés au tableau, attentifs aux explications du professeur. Le cours porte sur le bâtiment, spécialement la plâtrerie et le staff. Parmi ces apprenants, Laurie, étudiante en aménagement et finition du bâtiment, passionnée du beau. Depuis toute petite, j'aime la décoration de l'intérieur et pour améliorer ce domaine que j'ai choisi depuis toute petite, j'ai opté pour cette filière pour avoir assez de connaissances. Ici, c'est la maîtrise des différentes figures du staff qui compte. Nous avons essayé de développer la figure qu'on appelle communément équerre. Et c'est un assemblage de figures d'angle droit que j'essaye de leur apprendre, puisqu'on passera à l'atelier après. Gros œuvre, finition, froid et conditionnement de l'air, électricité. Des formations disponibles sur place. D'ici la fin de cette deuxième année, j'aimerais acquérir des compétences qui me permettront de me donner, de me valoriser auprès des entreprises pour la construction de notre pays, le Togo. IFAD bâtiment à Didogomé, à IFAD élevage de Barkwassi dans les savanes et IFAD aquaculture d'Elavagnon. Les premiers responsables de l'agence éducation et développement y ont fait le tour. Au-delà du constat des dispositions prises, un message. Le projet de création des IFAD vient de la volonté du chef de l'État de donner à la jeunesse togolaise une formation adaptée aux besoins des différents secteurs de métiers. Et nous avons rappelé également la nécessité, au bout de 3 ans, d'avoir des professionnels bien aguerris. Et cela signifie qu'ils auraient eu une très bonne formation. Et avoir une bonne formation suppose que les référentiels qui sont les programmes à enseigner ont été respectés. Chaque objectif a été pris en compte. L'évaluation a été faite dans des conditions rigoureuses
et adapté et puis que l'alternance a été observée. Le message est clair, une formation adaptée aux besoins du marché pour créer de l'emploi, réduire le chômage et par ricochet créer de la richesse. Ils sont près de 400 apprenants à prendre le chemin des IFAD pour le compte de cette rentrée 2022-2023. Registre éducation toujours, et c'est une nouvelle vie qui va bientôt démarrer pour les nouveaux enseignants admis au dernier concours. Ils sont en formation sur la déontologie du métier, les démarches à suivre pour bien exercer leur profession. Sylvia Abdou et Nestor Mouzou pour le compte des régions Plateau et Kara. Admis au dernier concours de recrutement des fonctionnaires enseignants, ils attendent leur déploiement sur le terrain. Bientôt, ils seront devant les élèves pour leur donner des cours. En principe, avant d'aller sur le terrain, ils devraient passer par des écoles pour une formation initiale. Mais le besoin de combler le manque d'enseignants dans les établissements se faisant pressant, le ministère en charge des enseignements primaires et secondaires a jugé nécessaire de les déployer directement tout en leur permettant de s'imprégner du b.a.-ba du métier. Cet accompagnement s'étale sur 3 jours et se déroule dans toutes les régions éducatives, comme ici à Kara. Les thématiques prévues sont d'ordre transversal et disciplinaire. Nous avons à échanger avec les nouveaux enseignants sur le système éducatif togolais, donc la politique nationale éducative, ses enjeux, ses défis, les diverses informations, les documents nécessaires à un enseignant, la manière dont il faut enseigner. Nous avons également à échanger avec eux sur l'éthique et la déontologie du métier d'enseignant, les droits et obligations des enseignants et puis toutes les thématiques liées à la didactique disciplinaire. 100 au préscolaire, 267 au primaire, 65 au premier cycle du secondaire et 51 au deuxième cycle du secondaire. Ce sont les effectifs des enseignants mis à la disposition de la Direction régionale de l'éducation Kara à l'issue du dernier concours de recrutement des fonctionnaires enseignants. C'est une formation à l'endroit des nouveaux enseignants qui ont réussi le dernier concours de recrutement. Ils suivent cette formation de 3 jours pour être bien recadrés, obtenir des directives et orientations pédagogiques pour mieux se conformer aux règles du métier. Ils ont été outillés sur les droits et les obligations des enseignants. On les a initiés à la gestion des enseignements dans les classes en période Covid. Et ils ont également eu des notions sur la définition des objectifs pédagogiques. Entre autres nouveaux enseignants, ceux du préscolaire, du primaire et du secondaire. Cette formation au premier jour a lieu en tronc commun. Au deuxième jour, chaque enseignant s'est retrouvé dans sa spécialité. C'est un outil que nous sommes en train d'avoir en main pour être déployé, ce qui nous permettrait à partir de maintenant sur le terrain d'accomplir réellement nos devoirs en tant qu'enseignants. Ici par exemple, ce sont les enseignants du secondaire spécialisés en anglais et le formateur, le voici. Notre rencontre tourne autour de la didactique de la discipline. Donc nous sommes en train de leur donner le programme d'enseignement d'anglais de la 6e en terminale. La formation est identique à chaque niveau. Une formation voulue par les plus hautes autorités pour mieux répondre à la politique éducative. Les 772 enseignants ont échangé avec leurs formateurs sur les modules transversaux qui portent sur le système éducatif, qui portent sur la carrière enseignante, qui portent sur les tests qui régissent la carrière enseignante et les techniques d'animation de classe de façon générale, en vue de leur permettre de prendre le train en marche. Après cette formation, chaque nouveau enseignant sera situé sur la zone où il sera déployé pour assurer une meilleure application des méthodes sur le terrain. C'est la rentrée scolaire verte. Du côté de Sokodé, le lycée de Mbamabodolo a été ciblé pour le lancement officiel de l'activité de reboisement, une initiative à mettre à l'actif du ministère chargé de l'environnement. Désiré Aloy. Des élèves en pleine activité de reboisement. Nous sommes au lycée de Bambodolo à Sokodé. D'ici peu, 350 plants à mettre en terre donneront un couvert verdoyant. Un projet qui contribue à la protection environnementale. Le ministère en charge de l'environnement a initié ce projet, rentrée scolaire verte, pour étendre davantage le reboisement et avoir un Togo vert. L'autorité donc voulait mettre en contribution les écoles pour l'atteinte des deux ambitions
l'ambition quinquennale et l'ambition décennale. On aura donc beaucoup d'ombrage qui va filtrer donc l'air et permettre une vie saine. 43 établissements scolaires sont retenus dans la préfecture de Tchaoudjo pour ce projet pilote qui démarre. Dans quelques années, je suis en train de voir la beauté du lycée Bamé Badolon. Que ça donnera de l'ombre ici, nos enfants trouveront un lieu où ils peuvent rester, apprendre, se reposer. Je suis très contente de planter un arbre et la promesse que j'ai à faire au nom de tous mes camarades du lycée Bambodolo, entretenir les plans et de prendre toutes les dispositions possibles pour permettre à ces plans de s'épanouir. Nous apprécions ce projet de l'État qui est la politique de reboisement parce que ça rentre aussi dans la protection de l'environnement. Le Togo œuvre pour atteindre un objectif, 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Les élèves ont été entretenus sur les avantages du reboisement et la protection environnementale. Faisant d'une pierre deux coups, ils ont été sensibilisés sur l'assiduité, la discipline pour une bonne réussite à la fin de l'année. Voilà pour le chapitre éducation avec la rentrée scolaire. Passons maintenant à autre chose, la consultation nationale sur l'exploitation minière, une rencontre pour réfléchir sur les actions à mener afin d'élaborer un plan conforme à la Convention. Sylvain Abdou. Ils sont les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet d'élaboration du plan d'action national sur l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'Orgue du Togo. Après études et diagnostics réalisés dans le secteur, notamment dans le domaine socio-économique, juridique, sanitaire et environnemental, des défis et priorités ont été relevés en ce qui concerne la base de l'utilisation et des pratiques du mercure. D'où cette consultation pour collecter les suggestions et attentes visant l'élaboration d'un plan d'action national en lien avec la convention de Minamata sur le mercure. Cette fois-ci, nous voulons mettre en œuvre l'article 7 de la convention qui demande à ce que chaque État qui estime que les activités d'exploitation artisanale et à petite échelle sont importantes, d'élaborer un plan d'action visant à éliminer l'utilisation du mercure qui cause des dégâts considérables sur la santé et l'environnement. Il y a des stratégies qui sont développées sur la base des enquêtes qui ont été menées au cours de l'année 2021. Ces stratégies-là visent à promouvoir la réduction du mercure, les meilleures pratiques et techniques d'orpaillage qui n'utilisent pas de mercure et aussi à promouvoir la réglementation, la formalisation des artisans miniers. L'élaboration de ce plan vise à mieux se conformer aux obligations découlant de la Convention sur le mercure, mais aussi rappeler aux uns et aux autres la nécessité et leur implication dans l'amélioration continue du plan d'action national. Et surtout, nous mettons l'accent sur les parties prenantes locales parce que ce sont les plus concernés. Nous voulons protéger à la base les populations, les artisans miniers dans leur zone. 3 régions sont identifiées dans l'exploitation minière au Togo, de la région des plateaux, Kara et Central. Cette consultation va également se dérouler dans ces régions pour permettre d'élaborer un plan d'action visant à mieux se conformer aux dispositions en vigueur et mieux limiter les risques liés à l'exploitation de cette matière. Les spécialistes en environnement ont tenu une réunion sur la compensation du CO2 en Afrique. Des approches de solutions ont été trouvées à cet effet. Cette séance de travail leur a permis de faire avancer l'agenda du changement climatique et de la finance carbone en Afrique. Nicole Attila Edwige Atakba Bassabi, commentaire sur image, Eli Agba Niadao. Des experts du climat de l'Afrique et du monde s'offrent un creuset de réflexion sur la compensation du CO2 en Afrique. Tous ces mécanismes, toutes les procédures, les règles autour de ce qui concerne le crédit carbone ne sont pas encore claires, adoptées par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Beaucoup de choses sont en train d'être faites. Le cadre réglementaire est en train d'être mis en place. J'avoue qu'il y a un décret qui est en train d'être préparé sur le mécanisme de gestion des crédits carbone qui va nous permettre de disposer un cadre réglementaire qui va permettre de gérer tout ce qui est crédit carbone dans les années à venir.
Une démarche pour soutenir les universités africaines et les ONG locales en les dotant des moyens adéquats pour des projets intégrés de développement durable. Nous avons organisé cette conférence pour d'abord officiellement créer notre ONG et ensuite montrer au public national et international la particularité de notre association et les mécanismes et approches qui font la spécificité de ce que nous voulons mener comme activité dans le cadre de la protection de l'environnement. Tous les acteurs qui étaient présents ont manifesté leur engagement et ont montré clairement qu'ils sont disponibles à nous accompagner. Le concept gâteau CO2, compensation et son protocole de gestion de projet vont contribuer à la recherche scientifique africaine pour le climat et les ODD dans les systèmes de compensation du CO2. Cette rencontre a donc pour but, entre autres, de présenter les rôles et les opportunités pour les jeunes chercheurs, les étudiants, les ONG, à travers le cadre de compensation du CO2. L'actualité, c'est aussi la situation sécuritaire au Burkina Faso. Des tirs ont retenti ce samedi à Ouagadougou, la capitale, au lendemain d'un coup d'État qui a déposé le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, lui-même arrivé au pouvoir en janvier par un putsch. Au Burkina Faso, des tirs ont été de nouveau entendus samedi après-midi dans la capitale Ouagadougou, alors que la ville tentait de reprendre son cours normal. Après l'annonce vendredi de la destitution par les mutins du président de la transition, Paul-Henri Saodogo Damiba, l'Union africaine a condamné le changement anticonstitutionnel de gouvernement au Burkina Faso au lendemain du deuxième coup d'État de l'année. Dans le pays, ce cycle de coups d'État inquiète. Parce que tout simplement, la question sécuritaire, il n'arrivait plus à gérer. Et beaucoup de gens mouraient et de plus en plus, les malfaiteurs s'approchent davantage des grandes villes. Alors, beaucoup de gens n'étaient pas contents de ça. Vraiment, s'il y avait un problème, entre vous les militaires, discutez-vous pour trouver la bonne solution. Ce n'est pas la solution que vous allez renverser le pouvoir. Ça veut dire, avec ce genre de situation, on ne sait pas quand ça va finir. La faiblesse de la riposte face aux exactions des djihadistes est une nouvelle fois mise en avant. Le lieutenant-colonel Damiba avait chassé Rochma Christian Kaboré du pouvoir par les armes après l'avoir accusé de ne pas avoir réussi à repousser les djihadistes. Un nouveau coup de force dans ce pays condamné par l'Union africaine qui appelle à un strict respect des échéances électorales. Un groupe militaire a annoncé hier à la télévision nationale du Burkina Faso la mise à l'écart du chef de la junte Paul-Henri Damiba. Demain de coup d'État au Burkina, 2e en 8 mois et 5e en Afrique de l'Ouest depuis 2020. La CEDEAO s'en inquiète. Dans un communiqué, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest condamne avec la plus grande fermeté la prise de pouvoir par la force. À 20h hier, mettant fin à plusieurs heures de confusion sur la nature des troubles, une quinzaine de militaires apparaissent à la radio-télévision nationale. Parmi eux, le nouvel homme fort, 34 ans. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, réuni ce jour 30 septembre 2022 à Ouagadougou, a délibéré et décidé ce qui suit. 1. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est démis de ses fonctions de président du MPSR. 2. Le capitaine Traoré Ibrahim est nommé président du MPSR pour compter de ce jour. Constitution suspendue, gouvernement dissous, de même que l'Assemblée législative de transition, activités politiques suspendues, frontières fermées jusqu'à nouvel ordre, couvre-feu en vigueur de 21h à 5h locales. La junte dit avoir agi face à la détérioration de la situation sécuritaire. Loin de libérer les territoires occupés, les zones jadis paisibles sont passées sous contrôle des groupes armés terroristes. Notre vaillant peuple a assez souffert et souffre encore.
Les attaques meurtrières frappant soldats et civils se sont multipliées dans le nord et l'est ces derniers mois. Pas plus tard que jeudi, le lieutenant-colonel Damiba, qui assumait depuis mi-septembre le poste de ministre de la Défense, s'était déplacé à Djibo en soutien aux militaires victimes d'une embuscade à Gaskindé alors qu'ils escortaient un convoi humanitaire. Son sort reste inconnu pour l'heure. Les attentes des Burkinabés sont immenses. Slogan anti-français à Ouagadougou vendredi et drapeau russe bien visible. Dans la foule, certains appellent à une coopération militaire avec la Russie. Revenons en page nationale avec la journée mondiale de la contraception célébrée le 26 septembre de chaque année. L'événement a été marqué à Kara par une conférence de presse et une foire communautaire sur les méthodes contraceptives. Nestor Mouzou. Célébration à Kara de la journée mondiale de la contraception. Au nom des activités au programme, cette foire communautaire organisée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins et la coopération allemande à travers la GIZ, la foire est animée par les structures œuvrant dans la prise en charge des femmes et des enfants ou dans la santé de la reproduction. Elle vise à présenter aux visiteurs les méthodes modernes de contraception disponibles. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de grossesses en milieu scolaire et extrascolaire et au niveau de nos jeunes. Et nous voulons que les jeunes puissent avoir les informations, puissent se rendre pour une adoption d'une méthode au niveau communautaire offerte par les agents de santé communautaires qui sont formés, très bien formés. Tout le monde peut aller aussi au niveau de nos formations sanitaires pour que ces méthodes puissent être offertes par ces prestataires compétents, disponibles. Avant l'ouverture de la foire, le ministère de la Santé et la coopération allemande ont tenu une conférence de presse pour situer le contexte de l'organisation de cette activité qui s'inscrit dans la feuille de route gouvernementale qui vise à offrir des soins de qualité aux populations. En se joignant aux autres pays pour célébrer la journée mondiale de la contraception, le Togo marque ainsi sa détermination à renforcer la sensibilisation des populations, en particulier des adolescents et des jeunes, en matière de contraception et leur permettre de bénéficier des services de qualité de la santé de la reproduction. Revenons sur l'éducation avec ce don du chef de l'État aux élèves de la préfecture des Lacs, des fournitures scolaires pour leur souhaiter une bonne rentrée scolaire, des kits remis aux bénéficiaires par la ministre secrétaire générale de la présidence de la République, Sandra Ablamba Johnson, accompagnée de la ministre Myriam Dossou d'Almeida du développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Un reportage de Ulrich Amega. Le président de la République, Foresso Zimnania Singbe, très attaché à une éducation de qualité pour tous, ne cesse de prendre des initiatives pour garantir une scolarité réussie à tous les apprenants. Dans cette dynamique, Mme Sandra Ablamba Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence de la République, accompagnée de Mme Myriam Dossou d'Almeida, ministre du développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, a remis ce 28 septembre 2022 au nom du chef de l'État des kits scolaires aux élèves des 4 communes de la préfecture des Lacs. Un geste chaleureusement accueilli par les bénéficiaires à l'orée de cette année académique 2022-2023. Elle a transmis à cette occasion le message de félicitations du président de la République aux élèves pour leur discipline et assiduité, aux parents et personnels enseignants pour leurs efforts en vue d'une formation intégrale de la jeunesse. Pour Mme Sandra Ablamba Johnson, ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, la scolarisation des enfants favorise leur épanouissement personnel et le développement collectif de notre société. Il est donc du devoir de tous de leur offrir un environnement d'apprentissage sain ainsi que les outils nécessaires à leur formation. Elle a insisté sur la culture de l'excellence en milieu scolaire qui tient à cœur au chef de l'État. Madame Sandra Ablamba Johnson, ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, a invité les enseignants à donner le meilleur d'eux-mêmes en vue d'assurer un enseignement de qualité, conformément à la vision du chef de l'État, celle de former des citoyens accomplis. La ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Mme Myriam Dossou d'Almeida, présente à la cérémonie, a partagé avec les élèves et parents les initiatives du président de la République en faveur des jeunes scolarisés, notamment les réformes du secteur de l'éducation, le renforcement des ressources humaines et les réformes de curricula, la gratuité des frais de scolarité et d'inscription aux examens, Scolassure et les cantines scolaires dans les zones très défavorisées.
Les autorités locales et les parents d'élèves ont apprécié ce geste hautement salutaire du chef de l'État et lui ont exprimé leur sincère remerciement pour toutes ses actions en faveur du monde scolaire. À noter qu'il y a quelques jours, le président de la République avait déjà pris une dizaine de mesures pour soutenir les parents, avec notamment le transfert monétaire direct en vue de leur permettre de faire face à la rentrée scolaire et à la cherté de la vie. Un mot sur l'actualité sportive. La Guinée n'organisera pas la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Le président de la Confédération africaine de football en a discuté avec les autorités guinéennes. Un appel à candidature va être lancé pour l'attribution de cette CAN 2025. C'était le 31 août à Conakry. Les autorités guinéennes échangeaient avec une délégation de la CAF sur les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La Guinée avait annoncé sa décision de faire de l'organisation de cet événement la priorité de sa transition. Mais le pays ne tiendra pas ce pari. Le couperet est tombé. La Confédération africaine de football a retiré l'organisation de la CAN 2025 à la Guinée, qui n'est pas prête. Son président a du reste déclaré que la sentence était dans l'air depuis juillet. Dans la foulée, la CAF devrait commencer à recevoir de nouvelles candidatures afin de désigner le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. À suivre le concert party, Gbadamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé avec Kevin et ses invités. L'édition de nuit sera présentée par Abide Nyassimbi. Merci de votre fidélité et très belle soirée à vous.